Pour un parent célibataire, avoir une vie amoureuse peut être compliqué, d'autant plus quand il est pris dans un triangle amoureux. Et malheureusement, parfois, les conséquences sont fatales. Dans cet épisode de Killers, Amour mortel, un père célibataire au cœur d'or qui travaillait dur. Il était toujours là pour elle. Elle savait qu'elle pouvait compter sur son père. Il aimait les gens. J'étais fier qu'il veuille se rendre utile. Mais cet aide-soignant généreux avait aussi ses secrets. Il avait plusieurs petites amies, c'était un coureur. Cet homme collectionnait les femmes. En enquêtant sur son meurtre, la police va découvrir non pas un, mais deux triangles amoureux entremêlés dont elle va devoir démêler les fils. Elle était à lui, et s'il ne pouvait pas l'avoir, personne ne l'aurait. La jalousie est une émotion très dangereuse. La jalousie est un motivateur très puissant. Mais les gens qui tuent ne le font pas par amour. Ils le font parce qu'ils sont des meurtriers. « 8 mars 2010. La nuit est calme à Jackson dans le Mississippi. Il est 22 h quand Justin Smith gare sa voiture sur le parking extérieur de sa résidence. Alors qu'il marche pour rejoindre son immeuble, il remarque une forme bizarre par terre dans l'obscurité. Ça ressemble à une ombre. Il n'arrive pas à distinguer ce que c'est, mais quelque chose attire son attention. Ça ne peut pas être un animal, c'est bien trop grand pour que ce soit ça. Il finit par se rendre compte que c'est un homme. Il est incapable de dire s'il est seulement inanimé, endormi ou inconscient. Il s'approche pour vérifier. Et là, il remarque le sang qui coule partout. À l'évidence, cette personne a reçu au moins une balle dans la poitrine. Smith reconnaît alors l'un de ses voisins, mais il ignore son nom. Il appelle immédiatement les secours, en se mettant à l'abri, de peur que le tireur soit toujours dans les parages. Je pense qu'on aurait tous été dans le même état de panique que lui dans cette situation. Il faisait nuit. Il pouvait se passer n'importe quoi. Quelques minutes plus tard, la police et les secours arrivent sur place. Je me suis rendu sur la scène de crime avec mes collègues. À ce stade, on ne savait pas encore à quoi s'attendre. C'était une grande résidence. Beaucoup d'habitants étaient sortis voir ce qu'il se passait. Une fusillade de ce genre attire toujours les curieux. Des rassemblements se créent autour, c'est classique. Tandis que la police sécurise le périmètre, les secours tentent de réanimer la victime. Mais ils comprennent rapidement qu'il n'y a plus rien à faire. Il ne respirait plus. Son cœur ne battait plus. Le décès a été constaté sur les lieux. Jermaine Pelham est l'un des inspecteurs chargés de l'enquête. Ils doivent commencer par identifier la victime qui gît à côté d'une voiture gris métallisée. Par terre, ils trouvent un jeu de clés. C'était les clés de la voiture d'à côté. On a recherché son propriétaire dans le fichier des immatriculations. Elle était enregistrée au nom de Barry Odom. Élevé dans la petite ville de Lena, aux abords de Jackson, Barry Odom est la dernière personne qu'on aurait imaginé trouver une mort violente. Barry suscitait l'admiration pour ses résultats sportifs et scolaires. Je ne sais pas ce qui lui valait le plus de louanges. Probablement son parcours scolaire. C'était quelqu'un de très populaire auprès de ses camarades. Il faisait du sport, foot et basket. Et il avait beaucoup d'amis. Barry passait pour un homme bien sous tout rapport du genre « à vous donner sa chemise si vous en avez besoin ». Il s'est engagé volontairement dans l'armée, où il s'est illustré. Il a été désigné meilleur tireur d'élite de sa classe, je crois. Et à son retour, il a intégré la réserve militaire du Mississippi. Intelligent, travailleur et généreux, Barry met ses nombreuses qualités au service des autres. Il occupe un poste d'aide-soignant à l'hôpital Saint-Dominique de Jackson. Barry était très intelligent. On l'a encouragé à s'orienter vers le milieu médical. Il aurait pu être médecin. Il a choisi d'être aide-soignant pour être aux côtés des patients, au quotidien, et les aider. Barry aimait passer du temps avec les personnes âgées. Il appréciait la compagnie des seniors et leur sagesse. À presque 30 ans, Barry devient père.
Sa petite amie Michelle donne naissance à une petite fille prénommée Adiya. À partir de ce moment-là, les priorités de Barry vont changer. L'un des plus grands bonheurs de sa vie a été de devenir père. Il ne pouvait pas être plus heureux. Il ne connaissait rien au bébé, mais il a appris sur le tas et il s'est parfaitement débrouillé. Dès sa naissance, il a toujours tout fait pour que la petite ne manque de rien. Si on lui avait demandé ce dont il était le plus fier au monde, je pense que son amour pour sa fille serait arrivé largement en tête, loin devant l'argent. Ils étaient très proches tous les deux. J'étais fier du lien qu'il avait réussi à créer avec sa fille. Il l'adorait. Si Barry est un père dévoué, il ne s'implique pas autant vis-à-vis de sa petite amie Michelle, avec laquelle il refuse de franchir l'étape suivante. Je le poussais. Je lui disais, Barry, Michelle est une femme et une mère formidable. Je trouvais qu'il était temps qu'il se marie. Il me répondait en riant, « Je ne sais pas, maman. Je pense sincèrement qu'il voulait se marier. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait. Parfois, à force de chercher, vous ne voyez pas ce qui est sous vos yeux. » Barry et Michelle finissent par se séparer. Mais ils restent en bons termes et élèvent tous les deux leur fille Adiya sans aucune difficulté. Il prenait toujours des nouvelles de ma mère quand il m'appelait. Il y avait toujours de l'amour entre eux. Barry travaille beaucoup pour subvenir aux besoins de sa fille. Il prend même un deuxième emploi. Il travaillait à la papeterie de Jackson, en plus de l'hôpital, pour gagner un peu plus d'argent. Barry est bien trop occupé par le travail pour penser à l'amour. Jusqu'à sa rencontre avec Cheryl McGee, une femme de 34 ans, au printemps 2009. Un jour, alors qu'il effectuait une visite, il s'est garé derrière son bureau. Elle était à la fenêtre et quand elle a vu Barry, elle lui a soufflé des baisers. Barry l'a vu et lui a répondu. Ils ont fait connaissance et réalisé qu'ils avaient beaucoup de points communs. Ils étaient tous les deux parents d'une fille qu'ils élevaient avec leur ex. Ils étaient tous les deux parents célibataires et travaillaient dans le domaine médical. Ils étaient jeunes et cherchaient à prendre un nouveau départ. Ils entament une relation. Mais Barry et Cheryl ont si peu de temps à eux qu'ils se retrouvent souvent à l'hôtel pour avoir de l'intimité. Barry et Cheryl avaient pris l'habitude de se voir à l'hôtel pour avoir un moment à eux. C'était le seul moyen pour qu'ils se retrouvent seuls, tous les deux. Tout semblait bien se passer entre eux. Ils étaient heureux, amoureux. La relation devenait sérieuse. Mais moins d'un an après leur rencontre, Barry Odom meurt sous les balles d'un inconnu. 2 balles l'ont atteint dans la poitrine. Le portefeuille de Barry est toujours dans sa poche. Argent liquide, carte bancaire, il ne manque rien. Ce n'est donc pas un vol qui aurait mal tourné. Un voleur vous prendra votre portefeuille avant de vous tuer. Le crime ne semblait pas avoir été commis au hasard. Quelqu'un avait une dent contre Barry et l'a délibérément tué ce soir-là. Qui avait tué Barry Odom et pourquoi? C'est ce qu'ils devaient découvrir. En fouillant dans la vie personnelle de Barry Odom, les enquêteurs vont découvrir que l'aide-soignant au grand cœur cachait un secret. Je me suis demandé ce qui pouvait passer par la tête d'une personne pour qu'elle en vienne à tuer quelqu'un. À Jackson, dans le Mississippi, les enquêteurs cherchent à identifier l'individu qui a abattu Barry Odom, 36 ans, et quel était son mobile. Son corps gisait sur le sol sur le parking à côté de sa voiture. Il avait reçu 2 balles dans la poitrine, ça ressemblait à une exécution. Ce crime avait toutes les apparences d'une exécution. Ça ressemblait à une embuscade, comme si quelqu'un avait guetté l'arrivée de Barry dans le but de l'abattre. Les enquêteurs excluent l'hypothèse du vol à main armée. Ils passent les lieux au peigne fin à la recherche d'indices. On a cherché des douilles ou une arme, mais on n'a rien trouvé. L'absence de douilles par terre pouvait avoir plusieurs explications. Elles avaient très bien pu être ramassées par le tireur. Ou il s'était peut-être servi d'un revolver qui n'éjecte pas les douilles. La police fait également du porte-à-porte dans la résidence, dans l'espoir de trouver un témoin oculaire. C'était une grande résidence avec beaucoup d'appartements. Il était seulement 22 heures. Beaucoup d'habitants devaient être encore debout.
Comme le corps était relativement proche des portes, des fenêtres et des balcons, les enquêteurs se sont dit qu'un certain nombre de personnes avaient nécessairement dû voir quelque chose. Quand une personne est abattue devant chez vous, vous entendez forcément les coups de feu. Effectivement, plusieurs résidents affirment avoir entendu du bruit, mais ne pas s'en être inquiétés ou avoir eu peur au point de regarder par la fenêtre. Quand la police pénètre dans l'appartement de Barry, rien ne semble avoir été dérangé. Les enquêteurs doivent maintenant informer les parents de la victime. Ma femme et moi étions au lit. On dormait quand le téléphone a sonné. Vu l'heure, on se doutait que ce n'était pas une bonne nouvelle. J'ai décroché et j'ai entendu la voix d'un homme. Il a commencé par me demander si j'avais un fils. J'ai répondu oui, et il a continué en disant « il s'est passé quelque chose ». Je ne sais plus s'il a parlé d'un incident ou s'il a employé un autre terme. Et il m'a annoncé qu'il n'avait pas survécu. Après ça, je ne me souviens plus de rien. J'ai pris le téléphone et la police m'a raconté ce qu'il s'était passé. Je suis resté sans rien dire pendant un moment. Il m'a fallu du temps pour me ressaisir et arriver à parler. Parce que c'était comme si c'était moi qu'on avait tué. Les enquêteurs demandent aux parents de Barry s'ils lui connaissent des ennemis ou quelqu'un qui pourrait lui en vouloir. Ils ne voient personne. Ce n'était pas le genre à avoir des ennemis. Tout le monde aimait Barry. Ses parents acceptent de se rendre à Jackson pour aider l'enquête. Pendant ce temps-là, les inspecteurs continuent d'examiner la scène de crime. Quand le médecin légiste arrive pour emmener la victime, le téléphone portable de Barry est retrouvé sous son corps. On a enregistré le téléphone comme preuve et on l'a rapporté au poste. Un téléphone, c'est toujours un élément capital dans une enquête. Il fournit un historique de ce qu'a fait la personne, sa localisation, ses appels récents, les SMS qu'elle a échangés, etc. C'est vraiment un élément crucial pour permettre d'élucider un meurtre. Après avoir obtenu un mandat, les enquêteurs commencent à rechercher des indices dans le téléphone. Par chance, c'est un ancien modèle. L'accès n'est pas protégé par un code. C'est plus compliqué d'accéder aux informations quand le téléphone est protégé. Heureusement, celui de M. Odom ne l'était pas. Ces SMS ne révèlent rien d'intéressant. Il se penche sur les appels récents pour voir avec qui Barry a été en contact ce jour-là. Barry a passé beaucoup d'appels le jour de sa mort. Et il se trouve que le dernier a été pour la police à 21h48, à l'heure approximative de sa mort. Barry a appelé la police après s'être fait tirer dessus. Il y avait une trace de cet appel sur son téléphone. Et les enquêteurs ont mis la main sur l'enregistrement de ce coup de fil au central. Mais malheureusement, il a été incapable de prononcer un mot. S'il avait vécu 1 minute de plus, il aurait pu dire qui l'avait tué. Avant cela, il y a un appel entrant d'une certaine Cheryl à 21h30. Cheryl étant la dernière personne à lui avoir parlé, il fallait évidemment vérifier auprès d'elle ce qu'elle savait et déterminer si elle avait quoi que ce soit à voir avec le meurtre. Les policiers rappellent cette Cheryl et tombent sur la petite amie de Barry, Cheryl McGee. La police a appelé Cheryl au milieu de la nuit. Elle a d'abord cru à un canular téléphonique et a raccroché au nez des inspecteurs. Les policiers insistent et Cheryl finit par leur répondre. Quand ils l'informent de la mort de Barry Odom, elle est sidérée. Elle n'arrivait pas à y croire. Ils venaient à peine de se quitter. La réaction de Cheryl était celle d'une personne bouleversée. Il était clair qu'elle était dévastée par cette nouvelle. Ils étaient ensemble depuis quelque temps maintenant, et elle avait vu Barry un peu plus tôt dans la soirée. D'après elle, ils devaient se retrouver en fin de soirée. Mais Barry n'est finalement pas venu. Elle a appelé son petit ami, mais il n'a pas décroché. Elle s'est demandé ce qu'il se passait. Parce que, généralement, quand elle appelait, il répondait immédiatement. Même si Cheryl semble sincèrement bouleversée, les enquêteurs se méfient. Quand une personne est tuée délibérément, on s'intéresse d'abord à l'entourage proche. Elle était quand même la petite amie de Barry, et la dernière à l'avoir vue en vie. Ça faisait d'elle une suspecte toute désignée. La police avait beaucoup de questions à lui poser.
Comme il est 2 heures du matin, les inspecteurs reportent son interrogatoire au lendemain. Ils demandent à Cheryl de se présenter au poste à la première heure. C'est compliqué de mener un interrogatoire par téléphone parce qu'on ne voit pas la réaction de la personne. Il faut vraiment être dans la même pièce pour décrypter son comportement. Son langage corporel va nous aider à savoir si elle dit la vérité. En attendant, la police continue d'étudier l'historique téléphonique de Barry. Il a aussi passé 2 appels dans l'après-midi à une femme prénommée Joyce. Les enquêteurs appellent Joyce pour voir ce qu'elle peut leur apprendre. Quand ils l'informent du meurtre de Barry, elle fond en larmes. Elle était dévastée. Elle était totalement effondrée en apprenant cette nouvelle. À l'évidence, ils étaient proches et elle tenait à lui. Interrogée sur la nature de ses liens avec Barry, Joyce fournit aux enquêteurs une réponse surprenante. Elle leur dit que Barry est son petit ami. Voilà qui est intéressant. La police pensait avoir déjà parlé à la petite amie de Barry. Et comme Cheryl, Joyce, qui dit avoir vu Barry dans l'après-midi, explique qu'elle avait rendez-vous avec lui plus tard dans la soirée. Là, ça devient très bizarre. Vous avez 2 femmes qui racontent exactement la même histoire à la police. Qui croire? Ça laissait penser qu'un triangle amoureux pouvait être à l'origine du meurtre. Les enquêteurs vont interroger les 2 petites amies de Barry. Mais la double vie de la victime va soulever encore plus de questions. Une personne malade de jalousie peut un jour disjoncter. La police de Jackson, dans le Mississippi, enquête sur le meurtre d'un père célibataire de 36 ans, Barry Odom. Ma mère a attendu que je me réveille le lendemain matin pour me l'annoncer. J'ai fondu en larmes, j'étais bouleversée. Elle m'a prise dans ses bras, elle m'a consolée. Celui qui a fait ça a commis un acte horrible et égoïste, et on ne peut pas revenir en arrière. Les enquêteurs viennent de découvrir que ce père de famille avait 2 petites amies. Les parents solos donnent souvent la priorité à leurs enfants. Si Barry voyait plusieurs femmes, c'était peut-être parce qu'il n'avait pas d'énergie à mettre ailleurs. Le jour où il a été tué, Barry avait fixé rendez-vous à 2 femmes dans la même soirée. On pouvait se demander si l'une ou l'autre était au courant de ce qu'il se passait. L'une d'elles s'est-elle rendue compte qu'il jouait double jeu et a-t-elle voulu lui faire payer? Barry était célibataire, il n'était pas marié. À mon avis, pour lui, ce n'était pas du sérieux. Il ne voyait pas où était le mal à sortir avec plusieurs femmes. C'était un séducteur, mais il s'est retrouvé pris à son propre piège. Même quand on différencie le bien du mal, on ne fait pas toujours les bons choix. Les enquêteurs ont convoqué la petite amie numéro 1, Cheryl McGee. Avant de l'interroger, ils rencontrent les parents de Barry pour en apprendre davantage sur la vie amoureuse de leur fils. Étaient-ils au courant pour Cheryl et Joyce? Quelqu'un lui en voulait-il? En fait, ses parents n'avaient entendu parler ni de l'une ni de l'autre. C'était un grand garçon. Il ne vivait plus à la maison. Je ne le surveillais pas. Il ne me racontait pas tout ce qui se passait dans sa vie. Je ne savais pas forcément avec qui il sortait ou depuis combien de temps. Il ne s'est pas confié à moi. Ma réponse en tant que père et chrétien ne lui aurait pas forcément plu. Ce n'est probablement pas ce qu'un jeune homme de son âge avait envie d'entendre. Les parents n'ont pas pu nous dire laquelle était sa petite amie officielle. Alors on a dû se fier à ce que les 2 femmes pouvaient nous raconter pour juger de la situation. Vers 9 h, Cheryl McGee arrive au poste de police. Les inspecteurs constatent qu'elle est encore sous le choc de la nouvelle du décès de Barry. Quand on a parlé à Cheryl, elle nous a redit qu'elle l'avait vu juste avant sa mort. D'après elle, Barry et elle étaient en couple. Cheryl leur raconte qu'ils se fréquentaient depuis presque 1 an. Et pour elle, leur relation était sérieuse. Elle était bouleversée. Elle pleurait. Elle était très affectée. Malgré l'émotion, Cheryl parvient à répondre aux questions des inspecteurs et leur fait le récit de ses contacts avec l'aide-soignant. Cheryl et Barry avaient rendez-vous le soir. Barry était forcément au courant puisqu'ils avaient échangé des SMS pendant la journée. Cheryl a appelé Barry entre 16h30 et 17h pour le prévenir qu'elle leur avait réservé une chambre dans un motel proche pour la soirée.
C'était quelque chose qu'il faisait souvent, donc Barry a dit oui. Ils allaient à l'hôtel pour être tranquilles et passer du temps ensemble. Quand Cheryl arrive au motel, vers 20h30, Barry est déjà là. Il l'attend sur le parking. Elle a expliqué qu'elle avait dû faire quelques courses et raccompagner son ex chez lui avant de retourner au motel où Barry l'attendait. Ils sont restés ensemble dans la chambre jusqu'à 21h30, quand Barry lui a dit qu'il devait s'absenter. Barry lui a dit qu'il devait partir. Cheryl a pensé qu'il avait des choses à faire, ce qui était aussi son cas. Elle voulait faire un aller-retour chez elle pour vérifier que sa fille allait bien. Mais elle pensait revoir Barry après. C'était l'histoire d'un quart d'heure. D'après Cheryl, ils avaient convenu de se retrouver au motel une fois qu'ils auraient fini. Le problème, c'est que Barry n'a pas précisé l'heure de son retour. Elle rentre chez elle vérifier que sa fille est couchée et attend l'appel de Barry qui ne viendra jamais. Un peu plus tard, Cheryl reçoit l'appel de la police l'informant de la mort de son petit ami. Les enquêteurs sont intrigués par le fait qu'il se soit donné rendez-vous dans un motel. Pour la police, les motels sont en général utilisés par les couples illégitimes en quête de discrétion. La police sait déjà que Barry voyait au moins une autre femme, mais elle aimerait savoir si Cheryl était au courant. Elle ne comprenait pas où il voulait en venir. Elle disait que Barry trouvait que les motels évitaient la monotonie. Ils y allaient quasiment toutes les semaines. Quand la police lui demande si elle a quelque chose à voir avec la mort de Barry, Cheryl nie catégoriquement. Mais dit-elle la vérité? D'abord, elle était avec Barry une demi-heure avant son meurtre. Ensuite, en attendant le coup de fil de Barry, elle n'est pas retournée au motel. Si elle l'avait fait, quelqu'un aurait peut-être pu confirmer son alibi. Il y a quelque chose de louche dans son histoire. Entre le départ de Barry et l'appel qu'elle lui a passé pour savoir où il en était, Cheryl aurait pu le suivre et le surprendre avec une autre. Cheryl considérait Barry comme son homme. Elle pensait qu'ils étaient dans une relation exclusive. Si elle avait découvert qu'il avait quelqu'un d'autre dans sa vie, ça aurait pu lui donner un mobile pour le tuer. On avait un homme pour deux femmes. Il les voyait toutes les deux en parallèle. On devait vérifier si leurs déclarations respectives étaient confirmées par les informations du téléphone de Barry. En attendant, les inspecteurs s'abstiennent d'informer Cheryl de l'existence d'une deuxième petite amie. À ce stade, ils la considèrent plus comme un témoin clé qu'une suspecte. C'est au tour de Joyce d'être auditionnée. C'est elle que Barry mène une double vie. La police tentait de déterminer si l'une des deux n'en savait pas plus que l'autre et quelle était la véritable nature de leurs sentiments pour Barry Odom. En approfondissant leurs recherches sur la vie sentimentale de Barry Odom, les enquêteurs vont constater qu'elle est encore plus complexe que ce qu'ils pensaient. Il n'y avait pas un triangle amoureux, mais deux. Ça multipliait les suspects potentiels de façon exponentielle. Le lendemain de la découverte du corps de Barry Odom, abattu devant sa résidence à Jackson dans le Mississippi, la police tente de reconstituer les morceaux du puzzle. La victime menait une double vie. Les enquêteurs ont déjà interrogé la petite amie numéro 1 de Barry, Cheryl McGee, et ne la considèrent pas comme suspecte. Ils s'apprêtent à entendre la deuxième. Joyce est l'autre femme que Barry voyait. Elle aussi affirme à la police qu'elle avait rendez-vous avec Barry le soir de sa mort. La police est obligée de se demander si Cheryl n'aurait pas découvert que Barry la trompait et aurait voulu se venger. Mais ça pouvait aussi bien être Joyce. Le téléphone de Barry révèle qu'il a appelé Joyce vers 19h30, soit 1 heure avant sa rencontre avec Cheryl au motel. Les enquêteurs veulent savoir ce qu'ils se sont dit. Dans la salle d'interrogatoire, la femme qu'ils ont devant eux leur paraît tout aussi bouleversée que Cheryl. Elle avait les yeux rougis à force de pleurer. Elle aussi était dévastée. Comme Cheryl, Joyce décrit son histoire avec l'aide-soignant comme une relation sérieuse. Ils se fréquentaient depuis plusieurs mois. Ça commençait à devenir sérieux entre eux. Ils projetaient de s'installer ensemble. Barry aurait-il réussi à les tromper toutes les deux, ou bien l'une des deux ment-elle?
Barry avait passé la soirée dans un motel avec Cheryl, mais à côté de ça, d'après Joyce, il était sur le point d'emménager avec elle. Était-ce vraiment le cas, ou bien Joyce se faisait-elle des illusions sur leur relation, en se projetant dans un avenir commun? Les inspecteurs demandent à Joyce ce que Barry et elle se sont dit le jour de sa mort. Comme Cheryl, Joyce raconte qu'ils se sont fixés rendez-vous par téléphone pendant qu'ils travaillaient. À 9h30 du matin, elle appelle Barry. Elle veut savoir où il était la veille. Il lui dit « Oh, désolé, je suis sortie avec un ami et j'ai trop bu. J'avais éteint mon téléphone. » Elle l'a cru et n'a pas cherché plus loin. Ensuite, il lui a confirmé leur rendez-vous de l'après-midi. Ils devaient se voir un peu après 14 heures. Selon Joyce, Barry est arrivé chez elle vers 14h30. Ils ont passé 45 minutes à regarder ensemble les maisons à louer sur Internet. Si ce que Joyce disait était exact, ça confirmait que leur relation était sérieuse. On n'emménage pas avec quelqu'un dont on n'a rien à faire. Joyce devant se préparer pour aller travailler, vers 15h15, Barry est reparti. Le seul contact qu'elle ait eu avec lui par la suite est un appel vers 19h30, alors qu'elle était au travail. Il n'a duré que quelques minutes. Joyce a dit qu'il voulait se voir après son travail. Elle devait finir à 23h et l'appeler. S'il n'était pas encore endormi, elle passerait chez lui. Barry ayant quitté Cheryl à 21h30, les enquêteurs comprennent que la course qu'il a prétexté devoir faire était en réalité un rendez-vous avec Joyce. On se demande ce que Barry avait en tête. Comptait-il passer un moment avec Joyce, puis retrouver Cheryl au motel? Ou inventer une excuse pour ne pas y retourner? On ne le saura jamais. Joyce dit avoir appelé Barry à 23h comme prévu. Mais comme il ne répondait pas, elle en a déduit qu'il s'était endormi et elle est rentrée directement chez elle. Et quand son téléphone a sonné, ce n'était pas Barry, mais la police. On a donc deux femmes qui avaient toutes les deux vu Barry Odom le jour même et devaient le revoir dans la soirée. Les deux avaient un bon mobile pour le tuer. La jalousie. Si Joyce avait découvert que Barry avait une relation avec Cheryl en même temps, cette situation aurait pu la pousser à commettre ce meurtre. Mais contrairement à Cheryl, même si Joyce avait eu un mobile pour tuer Barry, elle a surtout un solide alibi. Cheryl a quitté Barry au motel à 21h30. Le téléphone de Barry indiquait qu'il avait appelé la police à 21h50. Ça laissait un intervalle de 20 minutes. Entre 16h et 23h, Joyce était au travail. Ça a été confirmé, elle ne pouvait pas l'avoir tué. Mais si elle n'a pas pu tuer elle-même Barry, elle aurait pu engager quelqu'un pour le faire. Les enquêteurs lui demandent si elle savait que Barry la trompait avec une autre femme. Quand ils lui ont annoncé qu'il voyait une autre femme, Joyce a paru sincèrement surprise. Elle tombait des nues. Ça laissait penser qu'elle disait la vérité. Si Joyce l'ignorait, cela voulait dire qu'elle n'avait pas de mobile. De plus, elle a un alibi. Les enquêteurs la rayent donc de la liste des suspects. Ils se concentrent alors sur les autres personnes dans la vie de Barry, dans l'espoir de trouver une nouvelle piste. Et Jeff Miller, un collègue de Barry à la papeterie, va leur en fournir une. Ils parlaient de leur vie respective. Barry se confiait à Jeff. Jeff a déclaré que Barry était venu le voir pour lui demander ce qu'il ferait s'il découvrait que sa copine le trompait. Barry pensait que Cheryl voyait un autre homme. Barry a interrogé Cheryl au sujet de cet homme et elle lui a dit « J'ai rompu avec lui, on n'est plus ensemble ». Jeff leur rapporte un incident qui s'est produit quelque temps avant que Barry soit tué. Cheryl avait passé la nuit chez lui. Le lendemain matin, alors qu'elle partait, il a remarqué qu'un homme bizarre l'attendait dehors. Et il n'était visiblement pas content de voir Cheryl en compagnie d'un rival supposé. L'homme a marmonné quelque chose et il est reparti en voiture. Elle a dit à Barry que c'était son ex et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. D'après Jeff, Cheryl aurait assuré à Barry que sa relation avec son ex-conjoint était strictement platonique. Ils avaient un enfant ensemble, et c'était tout ce qui les liait. Mais Barry ayant été tué, les enquêteurs n'en sont pas si sûrs. C'était peut-être platonique pour Cheryl, mais pour ce type, c'était clairement plus que ça. Il fallait qu'il soit obsédé par elle pour qu'il en arrive à la suivre chez un autre homme.
Ce n'est plus un triangle amoureux auquel les enquêteurs ont affaire, mais deux. L'enquête a pris une toute autre direction. Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Les deux femmes que Barry Odom fréquentait au moment de sa mort ont été écartées de la liste des suspects. Mais une nouvelle information offre aux enquêteurs une piste intéressante. Un ex-conjoint jaloux. Une nouvelle personne venait s'ajouter au tableau, l'ex de Cheryl McGee, qui s'intéressait clairement toujours à elle. A-t-il voulu se débarrasser de Barry pour avoir Cheryl pour lui seul? Vous n'avez pas un triangle amoureux, mais deux. Vous avez d'un côté Barry qui sort avec deux femmes et de l'autre Cheryl qui voit deux hommes. Ça multipliait les suspects potentiels de façon exponentielle. Les enquêteurs qui cherchent des réponses décident de mettre la pression à leur témoin clé, Cheryl McGee. Ils voulaient voir si elle coopérerait, si leurs questions allaient la rendre nerveuse, comment elle allait y répondre. C'était notre travail de creuser pour vérifier ce qu'il y avait entre Cheryl et son ex. Ils veulent connaître la nature exacte des relations entre Cheryl et Brian Ellis. Aurait-il renoué dernièrement? Cheryl leur assure que non. Elle martèle que la seule raison pour laquelle elle est toujours en contact avec son ex-conjoint, c'est qu'il la harcèle. Brian Ellis était l'ex de Cheryl. Il était le père de sa fille et il voulait qu'ils se remettent ensemble. Mais ça n'intéressait pas Cheryl. La jeune femme raconte qu'elle a commencé à fréquenter Brian Ellis en 2006. Il avait 51 ans, soit près de 20 ans de plus qu'elle. Cheryl disait avoir découvert qu'il voyait aussi une autre femme en 2008. Mais elle ne pouvait pas rompre tout contact avec lui à cause de leur fille. Elle était obligée de continuer à le voir. Ils avaient un enfant ensemble. D'après Cheryl, elle essayait de réduire leur contact au strict minimum. Mais pour Ellis, ça n'était pas suffisant. Cheryl voulait refaire sa vie et tourner définitivement la page Brian. Mais Brian n'était pas prêt à la laisser partir. Elle était à lui. Et il comptait bien la garder. Ellis suivait Cheryl partout, et quand il ne pouvait pas la voir, il la menaçait. Cheryl dit que la situation aurait empiré quand elle a commencé à voir Barry Odom. Un soir, elle a rendez-vous avec Barry chez lui, et là, elle découvre son ex sur le parking qui les observe. Ellis aurait même menacé de la tuer. Il lui dit d'arrêter de voir Barry. Il sort une arme et la menace. « Si tu n'arrêtes pas de le voir, je vous tue tous les deux et je retourne l'arme contre moi. » Alors même qu'il vivait avec une autre femme, Brian est devenu fou de jalousie quand il a découvert que Cheryl sortait avec un autre homme. Quand la police lui demande pourquoi elle n'a pas porté plainte contre lui, elle répond avoir eu peur pour la sécurité de son enfant. Elle espérait que la jalousie d'Ellis s'atténuerait avec le temps et qu'il passerait à autre chose. En matière de violence conjugale ou de harcèlement, il n'y a jamais de solution facile. Elle ne pouvait pas simplement couper les ponts et déménager à l'autre bout du pays. Ils avaient une fille ensemble. Elle était obligée de faire avec. Mais au lieu de passer à autre chose, Ellis s'enfonce dans une jalousie maladive et se met également à suivre Barry. Barry a rapporté à un ami qu'en prenant de l'essence un jour, il avait remarqué Ellis qui le fixait. Barry disait que partout où il allait, Brian était là. Ça commençait à l'inquiéter sérieusement. Durant la semaine qui a précédé le meurtre de Barry, le comportement d'Ellis semble atteindre un point de non-retour. Un jour, Barry était chez lui et quelqu'un a tambouriné à sa porte. Quand il a ouvert, il s'est retrouvé face à un Brian qui était hors de lui. Cheryl raconte que Barry a essayé de le raisonner. Mais Ellis n'était pas d'humeur à discuter calmement. Brian a bousculé Barry et il est entré dans son appartement en lui hurlant de rester loin de sa femme. Barry a raconté que Brian avait essayé de l'intimider en pointant une arme sur lui et en le menaçant de le tuer s'il continuait à voir Cheryl. Bien que secoué par l'incident, Barry n'a pas jugé nécessaire de le signaler à la police. Les hommes sont têtus et ils ont envie de croire qu'ils peuvent régler leurs problèmes tout seuls. C'est d'ailleurs exactement ce qu'a dit Barry, qu'il pouvait gérer ça seul. Barry ne m'a jamais dit qu'il avait été menacé.
Ça peut arriver dans la vie, que ce soit à l'école ou ailleurs, de rencontrer quelqu'un qui va s'en prendre à vous harceler ou vous menacer. En général, ça finit par se tasser tout seul. Barry a dû penser que ce serait le cas. Cheryl explique que s'ils ont commencé à se voir dans des motels, c'était aussi pour éviter de croiser Ellis. La dernière fois qu'elle l'a vu, c'est le soir où Barry a été tué. Elle dit qu'elle se préparait pour son rendez-vous avec Barry au motel quand Brian l'a appelé pour lui demander un service. Il voulait empêcher la saisie de son van et pour ça, il a demandé à Cheryl s'il pouvait le garer chez elle. Cheryl a accepté de lui rendre ce service et elle a laissé Ellis garer son van chez elle. Mais après, elle a dû le ramener chez lui en voiture. Elle se souvient d'ailleurs qu'au moment où elle le raccompagnait, Ellis lui aurait posé une question étrange. Il lui a demandé « Si je me débrouille pour que ton nouveau petit ami sorte de ta vie, on pourrait se redonner une chance ?» Pour les enquêteurs, Brian Ellis est le nouveau suspect numéro 1 dans cette affaire. Il était extrêmement jaloux de Barry et Cheryl. Il possédait une arme et avait menacé Barry plusieurs fois. Il avait le mobile, l'arme et il aurait facilement pu suivre Cheryl au motel ce soir-là. Les enquêteurs décident de convoquer Ellis pour un interrogatoire. L'homme obtempère, mais se montre peu coopératif. Il est entré, il s'est assis dans la salle d'interrogatoire avec nous. L'inspecteur Stevenson l'a informé de ses droits. Il n'était pas du tout nerveux. Il se contentait de sourire avec un air suffisant, sans répondre vraiment à nos questions. J'ai vu la direction que prenait l'interrogatoire. J'ai discuté avec l'inspecteur Stevenson. Il avait la même impression que moi, il nous cachait quelque chose. Après seulement quelques minutes de questions sans réponse, les inspecteurs mettent fin à l'interrogatoire. À ce stade, ils n'ont pas de preuves concrètes contre Ellis. Ils sont forcés de le laisser partir. À ce moment-là, il n'avait que des soupçons et des preuves indirectes contre lui. C'était insuffisant pour l'arrêter, et encore plus pour l'inculper. Mais la chance va sourire aux enquêteurs. Un témoin va se manifester et les aider à boucler l'affaire. Elle avait tout gardé pour elle, mais ça la rongeait. Alors elle a décidé de raconter à la police tout ce qu'elle savait. Dans l'enquête sur le meurtre de Barry Odom, le principal suspect est un homme de 54 ans, Brian Ellis. La police est convaincue qu'il a tué Barry par jalousie parce qu'il fréquentait son ancienne petite amie, Cheryl McGee. Il n'avait que des soupçons et des preuves indirectes contre lui. C'était insuffisant pour l'arrêter, et encore plus pour l'inculper. En revanche, c'est assez pour perquisitionner son domicile. Chez lui, la police a trouvé 3 armes ainsi qu'une grande quantité de munitions. Il gardait une carabine, un fusil et un 9 mm à l'intérieur de sa maison. La police envoie les armes et les munitions au laboratoire médico-légal pour analyse. Elles vont être comparées aux balles extraites du corps de Barry. Le balisticien a exclu que la carabine ou le fusil soit l'arme du crime. Une carabine tire en général des balles de plus gros calibre à plus grande vitesse. Et un fusil expulse généralement des grains de la cartouche. Les balles de 9 mm sont analysées dans l'espoir qu'elles correspondent. Mais les résultats ne sont pas probants. L'expert en balistique a été en mesure d'exclure la carabine et le fusil. En revanche, il n'a pas pu certifier que le 9 mm était l'arme qui avait servi au meurtre. Les enquêteurs sont dans l'impasse avec Brian Ellis, jusqu'à ce qu'une femme se présente au poste de police de Jackson avec de nouvelles informations. Son nom est Jennifer Childs. Elle dit être une ancienne petite amie de Brian Ellis. Elle avait décidé de dire ce qu'elle savait à la police. Elle affirmait qu'elle était avec Brian le soir du drame, vers 22h30, donc peu de temps après le meurtre. La femme leur raconte qu'Ellis est venu chez elle ce soir-là et qu'il était très agité. Quand elle lui a demandé ce qui n'allait pas, il lui a dit s'être battu avec un homme. Il ne lui a pas dit son nom, seulement que ça s'était passé sur un parking devant chez l'homme. Il avait tiré 2 fois et l'homme s'était écroulé. Après ça, il s'était enfui au volant de sa voiture. Il ne savait pas si l'homme sur qui il avait tiré était vivant ou mort. Si Jennifer ne connaît pas l'identité de l'homme, son récit concorde parfaitement avec le meurtre de Barry Odom. Le moment, le lieu, la description, tout correspondait parfaitement. C'était une évidence. Il s'agissait forcément de Barry Odom.
Pour consolider leur dossier, les policiers demandent à Jennifer d'identifier formellement Brian Ellis. On savait qu'on tenait notre homme, mais on a préféré organiser une identification formelle à partir d'une planche de 6 photos avec notre témoin pour l'ajouter aux preuves. On voulait être sûr d'avoir un dossier solide à présenter au juge. Donc on lui a montré ces photos en lui demandant de désigner l'individu qui lui avait confié avoir abattu M. Odom. Elle nous a montré la bonne photo. Brian Ellis est arrêté et inculpé du meurtre avec préméditation de Barry Odom. Son procès s'ouvre le 2 octobre 2013. L'accusation le décrit comme un homme rongé par la colère et la jalousie. Cheryl était à lui et à personne d'autre. Cheryl a vraiment essayé de rompre tout contact avec Brian, mais il se servait de leur fille pour l'en empêcher et rester présent dans leur vie. Elle a essayé, mais ça n'a pas marché. Le comportement de Brian Ellis est typique d'une personne narcissique. Il veut contrôler les autres et dès que quelqu'un tente de s'extraire de son emprise, il s'y oppose. Quand Ellis a découvert que Cheryl fréquentait Barry, sa jalousie lui a fait perdre tout contrôle. Il passait ses journées à réfléchir, petit A, à la façon dont il allait l'empêcher de continuer à voir cet homme, petit B, à la façon de la récupérer après, et petit C, si rien de tout ça ne marchait, à la façon dont il mettrait un terme à sa relation avec cet homme, même si pour ça, il devait commettre l'irréparable. Ce qui est bizarre avec Ellis, c'est que lui collectionnait les femmes alors qu'il vivait avec quelqu'un depuis 13 ans. Mais il n'acceptait pas que Cheryl fréquente un autre homme. Ça le mettait dans une rage folle. Le procureur déroule les preuves indirectes qui incriminent Brian Ellis, et notamment les menaces dont Barry avait fait part à ses amis. Le jury a entendu le récit de la fois où Brian Ellis s'est invité chez Barry avec une arme. Après cet incident, la sœur de Barry lui avait remis une arme pour sa sécurité, mais malheureusement, le soir du meurtre, il l'avait laissée chez lui. L'accusation veut convaincre le jury qu'Ellis a mis ses menaces à exécution ce 8 mars. Ce soir-là, Cheryl avait reconduit Ellis chez lui en voiture et il a dû se douter qu'elle avait rendez-vous et l'a suivie. Il a emprunté une voiture et l'a suivie jusqu'au motel. Quand Barry a quitté le motel, probablement pour son autre rendez-vous avec Joyce, Brian Ellis l'a suivi jusqu'à chez lui. Selon le procureur, Brian Ellis a surgi devant Barry sur le parking et s'est vengé. Je pense qu'en tuant Barry Odom, il voulait écarter la concurrence. La géolocalisation du téléphone d'Ellis, enregistrée comme preuve, corrobore la théorie de l'accusation. Le portable de Brian Ellis a borné sur une antenne relais située près de la résidence de Barry Odom au moment du meurtre. Il a appelé Jennifer Childs de cet endroit quelques instants après les tirs. Ça confirmait ses déclarations selon lesquelles il était venu chez elle. L'avocat d'Ellis concède une bagarre avec Barry Odom, mais il affirme qu'Ellis a tiré sur Barry en état de légitime défense. Brian a prétendu que Barry lui avait sauté dessus, mais il n'avait aucune preuve pour appuyer sa version. Barry n'était pas armé. Quelle personne saine d'esprit irait attaquer un homme armé sans avoir de pistolet? Le jury n'est pas convaincu par sa défense. Il n'a fallu que 2 heures au jury pour condamner Brian Ellis pour le meurtre de Barry Odom. La rapidité de l'annonce du verdict montre bien que le dossier de l'accusation était solide. Le 4 octobre 2013, plus de 2 ans et demi après la mort de Barry Odom, Brian Ellis est condamné à perpétuité. Pour la famille de Barry, c'est une maigre consolation. Il ne se passe pas une journée sans que je pense à Barry. Sa photo est partout dans la maison. Chaque fois que je le regarde, je repense à tout l'amour que j'avais pour lui. Le plus dur, c'est de ne pas avoir mon père à mes côtés aux grandes étapes de ma vie. Pour mon bac, au bal de promo, mais je rends grâce à Dieu pour le temps qu'il m'a accordé avec lui. Je suis tellement fière qu'il ait été mon fils. Et il me manque terriblement. La jalousie et l'ego d'un homme ont coûté la vie à un autre et changé à jamais la vie de ceux qu'il aimait. C'est vraiment un immense gâchis. Barry avait seulement 36 ans. Il était dans la force de l'âge. Et il a perdu la vie à cause de la jalousie d'un homme qui s'imaginait avoir le droit de décider de la vie d'une femme
alors que rien ne l'y autorisait.